Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. François Hollande dénonce l'utilisation du mot résistance employé par certains opposants au mariage pour tous. La résistance, c'est par rapport au nazisme, à l'occupation. C'est une époque heureusement révolue, a lancé le chef de l'État, venu célébrer aujourd'hui le 70e anniversaire du Conseil national de la résistance. Les détails dans ce journal. Les présomptions d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien sont de plus en plus fortes, affirme Laurent Fabius. Le quotidien Le Monde est plus direct avec cette une aujourd'hui. Guerre chimique en Syrie. 2 journalistes ayant passé 2 mois à Damas et sa région racontent les attaques au gaz de l'armée de Bachar el-Assad. Et pendant ce temps, les initiatives diplomatiques se poursuivent. Faut-il voter de nouveau pour élire le président de l'UMP? Le parti est divisé sur cette question après les lourds séquelles laissées par le combat entre Jean-François Copé et François Fillon. Les 2 hommes ont finalement décidé ce soir de laisser le choix aux militants. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le chef de l'État a rendu hommage aujourd'hui au Conseil national de la résistance créé par le général de Gaulle et confié à Jean Moulin il y a 70 ans. Cette cérémonie s'est déroulée au lycée Buffon de Paris en mémoire aux étudiants martyrs de ce lycée fusillé en 1943. Et à son arrivée, le président a été accueilli par une centaine d'opposants au mariage pour tous. Lors de cette visite, François Hollande a taclé le vocabulaire de certains d'entre eux. Écoutez. La résistance, c'était par rapport au nazisme. La résistance, c'était par rapport à l'occupation. La collaboration, c'était des Français qui étaient avec l'occupant. Et le fascisme, le nazisme, la dictature, c'était une époque qui, heureusement, est révolue. Donc nul n'a le droit d'utiliser des mots pour défendre des idées, si on peut appeler cela des idées, d'aujourd'hui. Voilà, et cette cérémonie a été l'occasion d'un hommage rendu à Daniel Cordier, ancien secrétaire personnel de Jean Moulin et témoin privilégié de l'unification compliquée des mouvements de résistance. Au cours de cette cérémonie, en réponse à la question d'une lycéenne, Daniel Cordier est revenu sur son parcours de vie et sur l'évolution de sa pensée vis-à-vis de l'antisémitisme. On l'écoute. Quand je suis arrivé à Paris, quand Moulin m'a demandé de monter son secrétariat à Paris, il était à Lyon, et je m'étais promis d'aller à l'Arc de Triomphe à pied, de traverser depuis la gare jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et quand je suis retourné de l'Arc de Triomphe vers le café où j'avais rendez-vous avec mon courrier, est venu à ma rencontre un homme avec sur son par-dessus, pardonnez-moi, l'étoile jaune. Et puis, son petit-fils ou son fils, qui avait également une étoile jaune. Et à cet instant, il s'est passé en moi quelque chose, c'était insupportable. C'était insupportable de penser que ces innocents avaient un ennemi qu'ils ne connaissaient pas, dont je faisais partie et dont beaucoup, hélas, de Français faisaient partie. Et j'aurais voulu l'embrasser, mais surtout l'embrasser pour lui demander pardon. Et de ce jour-là, heureusement, c'était fini. Et on s'arrête un instant ce soir sur le Conseil national de la résistance qui fête donc ses 70 ans. Le 27 mai 1943 se tenait en plein Paris occupé la première réunion du CNR, le symbole de l'unification de la résistance intérieure confiée à l'époque à Jean Moulin par le général de Gaulle. Alors quel héritage le Conseil national de la résistance a-t-il laissé à la France? Élément de réponse avec Joachim Robb. C'était il y a tout juste 70 ans la première réunion du Conseil national de la résistance, une réunion historique. Car pour la première fois, sous la direction de Jean Moulin, toutes les tendances de la résistance se mettent d'accord sur un programme pour la France libérée. 70 ans après, le président de la République a rendu hommage aux hommes, mais aussi aux idéaux de ce printemps 43.
Les principes subsistent et sont pour nous une croyance et une promesse aussi encore pour notre avenir. Celle d'un renouveau de la France vers la modernité, mais aussi vers la justice. Ce programme était révolutionnaire et a engagé durablement notre avenir. Heureusement. Un programme révolutionnaire mis en place à partir de la libération, sécurité sociale pour tous, nationalisation de l'énergie, des assurances et des banques, création des comités d'entreprise, liberté de la presse, assurance chômage, des mesures importantes et une certaine idée de la France. Ce qui reste du programme du CNR aujourd'hui, c'est l'idéal de l'État-providence, l'idée que la nation doit subsister dans un certain degré de cohésion et que pour cela, les citoyens ont voix au chapitre. Je crois que ça, c'est un idéal qui est appelé à durer. Un idéal toujours porté par les acteurs et aujourd'hui grand témoin de cette histoire qui en appelle aux jeunes d'aujourd'hui. Ces valeurs de notre République française sont absolument essentielles. Et vous maintenant, est-ce que vous allez continuer à les garder vivantes comme on l'a fait quand j'ai entamé votre âge? Merci. Merci beaucoup. Les présomptions d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien sont de plus en plus fortes, affirme Laurent Fabius. Le quotidien Le Monde est plus direct avec cette une guerre chimique en Syrie. 2 journalistes ayant passé 2 mois à Damas et sa région racontent les attaques au gaz de l'armée de Bachar el-Assad. Et pendant ce temps, le ballet diplomatique se poursuit en vue de la conférence internationale de paix à laquelle le régime syrien compte bien participer. On voit tout cela avec Sandra Cerquera et Tam Tranui. Des soldats rebelles équipés de masques à gaz. Nous sommes au cœur de Damas, dans le quartier de Djobar. Pas d'odeur, pas de fumée, aucun sifflement indiquant l'éjection d'un gaz toxique, seulement le bruit d'une canette qui tombe par terre. Et des insurgés, des hommes dont la vision se trouble, certains en meurent. Pour les envoyés spéciaux du monde, c'est prouvé. Des armes chimiques sont utilisées par le régime de Bachar el-Assad. L'un des 2 reporters a lui-même été touché par les gaz. On ne distingue rien de particulier et tout à coup le gaz, le produit si vous voulez, est là. Et ça provoquait chez les combattants toujours la même gamme de symptômes en gros, c'est-à-dire des grandes difficultés respiratoires, suffocation littéralement, jusqu'à cracher du sang. Les médecins syriens tentent d'envoyer des prélèvements à l'étranger pour identifier ces gaz toxiques. Des gaz qui seraient mélangés à des lacrymogènes pour compliquer leur détection. Pour les États-Unis, l'utilisation d'armes chimiques est la ligne rouge à ne pas dépasser. Washington dit attendre des preuves formelles avant d'intervenir. Pour la France, les soupçons sont de plus en plus appuyés. Il y a des présomptions de plus en plus fortes, de plus en plus étayées, d'usage localisé d'armes chimiques. Tout cela demande à être vérifié. Le ministre des Affaires étrangères participait à une réunion sur la Syrie à Bruxelles où la question de la livraison ou non d'armes aux rebelles continue de diviser les 27. En Europe, il y a un désaccord sur ce qu'il est approprié de faire en ce moment en Syrie. Nous pensons qu'il est important de montrer que nous sommes prêts à modifier l'embargo sur les armes. Ainsi, le régime d'Assad reçoit un signal fort, il doit négocier. En parallèle, les préparatifs s'accélèrent en vue de la tenue en juin à Genève d'une conférence internationale pour la paix en Syrie, une réunion à laquelle devrait participer l'opposition syrienne, elle aussi profondément divisée. Ce sera aux militants de décider s'il faut un nouveau vote pour élire le président de l'UMP. Ce soir, Jean-François Copé et François Fillon sont tombés d'accord pour laisser le choix aux militants. Si la réponse est positive, il y aura donc un revote. Si la réponse est non, le mandat de Jean-François Copé, élu en novembre 2012, ira jusqu'à son terme, autrement dit en 2015. La droite, justement, divisée, toujours divisée sur les suites à donner à la manif pour tous qui a rassemblé hier plusieurs centaines de milliers de personnes. Jean-François Copé rêve d'une nouvelle génération UMP quand d'autres, dans le même parti, rejettent toute tentative de récupération politique. Bref, sur ce sujet, les voix discordantes n'ont pas fini de se faire entendre à l'UMP. Les détails avec Camilla Campuzano. Pas de divorce à l'UMP en vue à cause du mariage pour tous. Les dissonances sont indéniables, mais pour la vice-présidente du groupe UMP de Paris, pas de raison de s'alarmer.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, jusqu'à présent, ont pensé que les politiques étaient là simplement pour prendre des décisions économiques ou encore structurelles. Et là, ils ont vu que ça touchait aussi des valeurs comme la famille, donc des piliers de la société. Et ils ont envie maintenant de s'investir et de s'engager. Donc je pense du tout qu'il n'y a pas du tout d'affaiblissement. Il y a beaucoup de jeunes qui l'ont organisé, qui ont eu le sens de la mobilisation et qui vont certainement envie de traduire ça après par un engagement politique. Un engagement politique à exploiter, c'est bien ce qu'espère le président de l'UMP. Ce qui est déjà dénoncé comme une récupération politique est contesté par certains pontes du parti comme Laurent Wauquiez. Pour lui, pas question de surfer sur la vague anti-mariage pour tous. Ici encore, pas de division clivante pour Isabelle Debré. Monsieur Copé a dit qu'effectivement, peut-être certaines comptes, on pourrait prendre certaines choses se régleront par les urnes. Bon, on verra bien ce qui se passera au moment des municipales. Mais je crois que ce n'est pas à nous d'aller chercher les militants sur ce sujet bien précis. Les voix discordantes n'ont pas fini de se faire entendre. Jean-François Copé a été clair, il ne participera plus aux manifestations, alors qu'Henri Guénaud ne compte pas s'en priver. Et la question est d'actualité. Quelle suite aux manifs anti-mariage pour tous? Pour le gouvernement, c'est clair. La parenthèse est désormais refermée. La droite, quand elle se divise, on vient de le voir sur la récupération de ce mouvement. Et qu'en est-il de la société française? De quoi ce mouvement est-il le révélateur? Y a-t-il une droitisation de notre société sur ses valeurs? On en parle avec nos invités ce soir, que je vous présente avec plaisir. Yvan Rioufol, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes éditorialiste au Figaro et auteur du blog Liberté d'expression, où justement vous exprimez vos opinions sans langue de bois. Avec nous également Gilles Finkelstein, bonsoir. Bonsoir Sonia. Bienvenue à vous, vous êtes directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Alors messieurs, d'abord, l'actualité ce soir, c'est la réponse de François Hollande qui dénonce l'utilisation du mot résistance par certains opposants au mariage pour tous. Yvan Rioufol, il a raison le président? Il a tort. S'il veut vraiment avoir peur des mots, qu'il ferait bien de faire attention également aux mots qui sont prononcés dans son camp pour désigner ceux qui manifestent, qui ont été traités de fascistes, de renégats, etc. Enfin, j'en passe, je ne les ai pas tous en tête. Et donc, naturellement, il est ridicule de vouloir confisquer un mot, d'autant qu'on a déjà vu la gauche vouloir même abroger un mot, le mot de race, pour tenter de signifier qu'il n'y ait plus de racisme. Mais pour vous, les manifestants sont des résistants, et alors à quoi? À qui? Oui, où est l'ennemi? je ne dis pas qu'ils sont des résistants, mais on peut très bien penser que certains aient envie de résister, bien entendu. Je ne dis pas qu'ils ne résistent naturellement pas à un État fasciste. Mais la résistance ne veut pas simplement dire de résister à un État fasciste. Donc les gens ont sans doute raison de résister s'ils le veulent, en tout cas à un État autoritaire ou ce qu'on peut considérer être comme un État sectaire, c'est-à-dire qui ne veut pas entendre la profonde déception, la profonde irritation d'une société civile. Gilles Finkelstein, il faut faire attention aux mots utilisés, comme l'a dit aujourd'hui François Hollande, le mot résistance. Il faut toujours faire attention aux mots qui sont utilisés des deux côtés. Quand il y a des débordements d'un côté, il faut les condamner. Et là, à l'évidence, c'est une utilisation qui renvoyait à la résistance de la Seconde Guerre mondiale. C'est un excès. Je crois que le président de la République a eu parfaitement raison. Je crois que c'est son rôle de remettre les choses dans l'ordre. Alors la question que l'on se pose au lendemain de la manif anti-mariage pour tous, c'est, Yvan Rioufol, est-ce que c'est une bulle conservatrice, une bulle réactionnaire éphémère, ou est-ce que c'est une tendance de fond qui va se poursuivre, selon vous? Selon moi, c'est une tendance de fond, bien sûr. Je crois que ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est la prise de conscience politique de cette société civile, de cette France des oubliés, de cette France silencieuse, qui devient un contre-pouvoir. Et c'est l'affirmation de la démocratie d'opinion, dans le fond, face à la démocratie représentative. Et c'est l'avatar d'un phénomène qui a été décrit depuis maintenant longtemps, qui est cette coupure entre les élites et le peuple. Quand les élites, les représentants politiques, en l'occurrence les partis, les syndicats, les associations, ne représentent plus la parole, en tout cas les inquiétudes d'une partie de l'opinion, naturellement pas toute l'opinion, eh bien cela provoque ces manifestations de rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français n'ont plus d'autre solution pour se faire entendre, puisque les politiques, et à droite et à gauche, ne les écoutent pas, que de descendre dans la rue. Ils l'ont fait à 4 reprises, ils l'ont fait toujours avec plus de mobilisation encore, alors que les observateurs disaient que ce mouvement allait s'essouffler. Donc ce mouvement a gagné. Certes, il a perdu parce que François Hollande a maintenu son projet. Donc sur l'immédiateté et le court terme, naturellement, François Hollande a gagné. Mais sur le long terme, je prends le pari que cette émergence de cette société en ébullition, de cette société civile,
va s'affirmer comme acteur politique, et elle s'affirme déjà comme acteur politique. Votre journal Le Figaro a titré ce matin sur la génération Manif pour tous. C'est le cas, Gilles Finkelstein, c'est une génération aujourd'hui? C'est peut-être excessif de parler de génération, mais il est vrai qu'il y a une génération qui a accédé au débat politique au travers de ces manifestations, ça c'est un fait, et donc je ne sais pas si ça formera véritablement une génération, mais c'est quelque chose que l'on ne peut pas nier. Je reviens sur ce que vient de dire Yvan Rioufol. Je crois que moi ce qui m'a frappé c'est exactement le contraire, c'est qu'on a eu un fonctionnement de notre démocratie tout à fait exemplaire du début jusqu'à la fin de ce processus. Il y a eu une proposition qui a été présentée devant les Français pendant la campagne présidentielle par François Hollande. Il a été élu. Il y a eu un débat parlementaire qui a été long, 7 mois de débat, une navette dans chaque chambre, des heures et des heures au Parlement. Un texte qui a été déféré au Conseil constitutionnel, lequel a considéré qu'il était conforme aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le texte a été promulgué. Dans le même temps, la boucle est bouclée. Dans le même temps, il y a eu l'opinion. Une certaine opinion a pu manifester son opposition et dans le même temps, les sondages invariablement ont montré qu'une majorité de Français restait favorable au mariage pour tous. Donc pour moi, il y a eu un fonctionnement tout à fait normal et plutôt exemplaire de la démocratie. Il y a eu à l'évidence un manque de réflexion sur ce sujet très important, puisque l'on voit bien que la réflexion n'avait pas été portée à son terme sur l'adoption plénière, sur la GPA, etc. Et puisque les comités sont appelés maintenant à se prononcer alors même que la loi a été votée. Donc il y a eu une loi qui a été votée en urgence avec cette erreur fondamentale, me semble-t-il, de croire que les sujets sociétaux n'intéressaient pas les Français et que seul le social et l'économique valaient manifestation. Or, ces grandes manifestations à répétition prouvent que cette analyse convenue, qui était entendue de tous les observateurs et des hommes politiques, est fausse, et que ce qui mobilise aujourd'hui les Français, c'est en cela que cela devient très intéressant, que l'on peut peut-être parler de révolution conservatrice, j'en sais rien, n'abusons pas des mots, c'est que ce sont les sujets sociétaux et les sujets qui mettent en cause la pérennité d'une civilisation, la famille en fait partie, qui mobilisent massivement les Français aujourd'hui. Alors, révolution conservatrice sur les sujets de société, je suis en désaccord total. Moi, ce qui me frappe, c'est exactement le contraire. Quand vous regardez sur 20 ans l'évolution de l'opinion sur les grandes questions de société, les grandes questions culturelles, c'est à l'inverse un mouvement vers la gauche auquel on a assisté. Sur tout ce qui concerne le droit à l'avortement, la place des femmes dans la société, la reconnaissance de l'homosexualité, le mariage pour tous, on l'a évoqué, la question de la peine de mort, sur tous ces grands sujets de société, en l'espace de 30 ans, de 20 ans, de 10 ans sur le mariage. Il y a eu, attendez, juste je termine encore d'un mot, il y a eu une évolution vers la gauche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie de l'opinion qui se radicalise sur des positions plus conservatrices, mais la moyenne a basculé de ce côté-ci. Il est tout à fait exact de dire que depuis 30 ou 40 ans, l'évolution s'est faite par la gauche. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est précisément un mouvement de réaction, un mouvement réactif, un mouvement réactionnaire, si vous voulez. J'avais fait un livre qui s'appelait « De l'urgence d'être réactionnaire » pour prévenir de ce mouvement-là. Je l'ai écrit il y a 2 ans pour décrire ce qui se passe aujourd'hui, mais réactionnaire dans le sens amusant du terme, c'est-à-dire d'un mouvement réactif et non pas d'un mouvement qui veut repartir totalement en arrière, bien sûr, et d'un mouvement qui s'accroche aujourd'hui à la préservation de valeurs et justement qui tente à résister à cette pensée relativiste qui était celle qui a été héritée de mai 68, si vous voulez, pour aller plus vite. Le mouvement conservateur réactionnaire, Libération ce matin qualifie le mouvement, je cite, de bouillonnement de haine réchauffé sur des braises pétainistes, vichistes et fascistes. Oui, c'est tout le problème de la gauche aujourd'hui, de ne pas vouloir regarder ce qui se passe. Libération en est la caricature du déni. Libération a vu un mouvement qui faisait pchit, alors que tout le monde, même les observateurs les plus à gauche, reconnaissent que ce mouvement, naturellement, a encore mobilisé. Non, je ne vais pas rentrer dans la querelle des chiffres, mais enfin, j'étais dans cette manifestation, il y avait au moins 400 000 ou 500 000 personnes, peut-être pas 1 million, certes, mais sûrement pas 150 000 personnes. Donc, Libération voit une manifestation qui s'essouffle. Ça le rassure sans doute. De la même manière, le gouvernement voit dans ces manifestants des mouvements d'extrême droite. Le Front National. Il y en avait.
Non, je n'en ai pas vu. Au bon moment, au bon endroit, non. Écoutez, on ne peut pas dire que les 200 personnes qui ont affronté les forces de l'ordre à l'issue de la manifestation, c'est-à-dire à 20 h, représentaient l'ensemble de ces 400 000 ou 500 000 personnes. Et le Front National n'appelait pas cette manifestation. Donc, il y a une caricature de ce qu'est cette société-là, qui n'est pas simplement le peuple de droite. Je m'induis en faux dans cette analyse trop sommaire. Ce sont c'est la France des oubliés. C'est la France profonde, la France fille aînée de l'Église, peut-être aussi. Non, pas, mais il y avait des musulmans, il y avait de tout, il y avait des provinciaux, il y avait tout. Non, c'est la France qui veut simplement que l'on préserve ses valeurs, qui se sent menacée dans ses croyances, dans ses fondements, dans ses valeurs, et qui est respectable pour ceci. Et je pense qu'effectivement, nous assistons à une sorte de mai 68 à l'envers, si tant est que depuis 68, effectivement, toutes les réformes... C'est pas encore une réalité. Non, on analyse un mouvement qui est en train de naître. Donc on le fait avec des concepts. Je propose ce concept-là. À cette proposition, que répondez-vous, Gilles Finkelstein ? Je crois qu'il faut regarder les réalités. Et donc, Yvan Rieufol a raison, cette manifestation, une nouvelle fois, a mobilisé. En revanche, si on regarde la réalité en face jusqu'au bout, elle a été, en sa fin, menacée par des mouvements qui étaient des mouvements d'extrême droite, avec des images, je crois que tous les Français qui les ont vues, qui étaient extrêmement choquantes. Et si on regarde les réalités en face jusqu'au bout, il y a encore une majorité de Français, sondage après sondage, qui restent favorables au mariage pour tous. Et donc, si on regarde les réalités, c'est l'ensemble des réalités. Moi, je ne vois pas, au contraire, des sondages qui disent ceci. Non, il n'y en a pas un qui a dit le contraire depuis 7 mois. Si, vous avez des sondages. Mais parce qu'on mélange toujours tout, mais on ne va pas reprendre ce vieux débat. On mélange le mariage homosexuel et l'adoption. Il y a une sorte de tolérance pour ce qui serait le mariage homosexuel. Moi, j'aurais préféré l'union civile. Et Ségolène Royal aussi, j'ai entendu ça hier. Mais le vrai problème n'est pas celui du mariage en tant que tel, de cette union en tant que telle, vous l'avez bien compris, c'est de cette filiation fictive qui en découle et qui fait qu'aujourd'hui vous aurez des enfants sans père ou sans mère. Malgré que la loi est votée, nous verrons quelle suite sera donnée à cette manif pour tous. Je voulais revenir aussi sur la droitisation de la société française. Ce concept n'est pas de moi. Il y a de nombreux analystes et politiques, même de gauche, qui en parlent. Alors vous n'êtes pas d'accord. Vous nous avez dit tout à l'heure, il y a, pas une droitisation, mais il y a des valeurs de gauche qui, aujourd'hui, apprennent plus que des valeurs de droite. C'est bien cela ? Alors d'abord, je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main cette question. C'est une question extrêmement sérieuse. On pourrait avoir la tentation de le faire, parce qu'il y a un paradoxe. Jamais la gauche n'a gagné autant d'élections successives depuis 5 ans. Jamais elle n'a disposé de pouvoirs politiques aussi importants. Et il y a ce débat sur la droitisation. Mais c'est un vrai débat. Il y a 30 ans, Yvan Rieufol s'en souvient sûrement, au moment des élections législatives de 78, on avait eu ce qu'un politologue avait appelé une France de gauche qui vote à droite. La question, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui une France de droite qui vote à gauche? Mais c'est tout à fait possible. Bon, et donc il faut regarder, qu'est-ce que ça voudrait dire droitisation? Ça veut dire qu'on a un mouvement significatif du barycentre de la société vers la droite et qu'il concerne le champ le plus large, c'est-à-dire aussi bien les questions sociétales dont on vient de parler, mais aussi les questions économiques, les questions sociales, les questions régaliennes. Et qu'est-ce qu'il en est quand on regarde l'ensemble de ces questions-là? Il y a des questions sur lesquelles le mouvement se fait vers la droite. C'est vrai, plutôt des questions de sécurité, des questions d'immigration, sur lesquelles on assiste à un repli. Mais d'un autre côté, sur les questions économiques, sur les questions sociales, par rapport à ce qu'était l'opinion il y a une vingtaine d'années, on a plutôt un mouvement aujourd'hui vers la gauche. Et donc, on est sur une question beaucoup plus complexe que la droitisation. Ce sera le thème d'un colloque à venir que vous animerez, je crois, ici au Sénat. Donc, ce sera le 5 juin prochain. Voilà, tous les téléspectateurs qui veulent s'y inscrire sont les bienvenus. Au Sénat. Yvan Rieufol, d'un mot pour terminer, la société qui se droitise, ce ne fut pas la thèse d'un certain Patrick Buisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy? Je suis de ceux qui pensent que Buisson avait raison de soulever cette thèse-là, naturellement, parce que n'oublions pas que François Hollande a certes été élu, mais il a été élu minoritaire, puisque si vous additionnez les voix qui sont portées sur Nicolas Sarkozy, les blancs et les nuls, la somme était largement supérieure à celle des voix reçues par la gauche. Donc la gauche a été élue minoritaire, et donc naturellement, électoralement, la France est de droite. Et je pense qu'aujourd'hui, l'impératif qui est posé aux partis politiques, c'est de renouer précisément avec ce peuple oublié. Et ce peuple oublié, aujourd'hui, pense davantage
à droite, si vous voulez, pour aller vite, dans le fond, parce qu'on doit clore qu'à gauche. Merci Yvan Rieffol, merci beaucoup Gilles Finkelstein, merci d'avoir été nos invités, messieurs. La suite est du 22h et l'on évoque à présent la mort d'un homme que vous avez sûrement connu, Guy Carcassonne, qui est décédé à 62 ans d'une hémorragie cérébrale, expert très écouté de droit constitutionnel. Il intervenait régulièrement dans les débats, notamment sur Public Sénat. Proche de Michel Rocard, qui l'avait accompagné à Matignon, Guy Carcassonne a reçu les hommages de François Hollande, Jean-Marc Ayrault ou encore Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui salue un esprit libre. On voit tout cela avec Véronique Pagnon. C'était l'un de nos plus grands constitutionnalistes. C'est par ces mots que François Hollande a salué Guy Carcassonne. Grand spécialiste de la Ve République, Guy Carcassonne, professeur de droit, portait son analyse aiguisée, parfois critique sur les institutions. Jean-Marc Ayrault regrette ce fervent partisan de la revalorisation du rôle du Parlement. Le parlementarisme, c'était l'un de ses chevaux de bataille. Le juriste avait d'ailleurs fortement participé à la révision constitutionnelle de 2008. Auparavant, il avait été amené à plancher sur le statut pénal du chef de l'État. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, a plusieurs fois travaillé avec lui. Il avait une vision de la vie publique, une vision des institutions, une vision aussi de son enseignement, du droit constitutionnel qui en faisait un personnage hors du commun, particulier. Moi, j'ai beaucoup de peine aujourd'hui de penser qu'il ne sera plus là pour nous conseiller. Proche de la gauche, Guy Carcassonne a influencé les politiques dès les années 70. Tour à tour conseiller du groupe socialiste à l'Assemblée, puis conseiller de Michel Rocard lorsqu'il était Premier ministre. Depuis des années, il souhaitait l'interdiction du cumul des mandats. Sur ce point et sur bien d'autres encore, son influence manquera à coup sûr. Et la dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Sophie Normand. Dernier hommage rendu à Georges Moustaki aujourd'hui à Paris. Le chanteur âgé de 79 ans est décédé jeudi. Des personnalités, mais aussi plusieurs centaines d'anonymes étaient là. Le célèbre auteur-compositeur d'origine grecque a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Le procès de Gérard Dallongeville s'est ouvert cet après-midi. Accusé de détournement de fonds, l'ancien maire socialiste d'Hénin-Beaumont est soupçonné d'avoir mis en place un système de fausses factures. Un dossier qui embarrasse le Parti socialiste. Gérard Dallongeville a fait citer à témoigner François Hollande en tant qu'ancien premier secrétaire du PS. C'est une invitation à témoigner, donc c'est pas le président de la République, c'est l'ancien premier secrétaire qui pendant 11 ans a présidé aux destinées du Parti socialiste. Donc bon, quand on est à Solferino pendant 11 ans, on doit connaître parfaitement, intimement la Fédé du Pas-de-Calais, qui est la première Fédé de France. Jérôme Cahuzac sera entendu le 12 juin prochain par la commission d'enquête parlementaire. Elle reviendra sur les dysfonctionnements de l'État dans l'affaire de son compte en Suisse, qui avait entraîné sa démission du gouvernement le 19 mars. La commission d'enquête a aussi l'intention d'auditionner d'ici la fin juin Pierre Moscovici, Manuel Valls et Christiane Taubira. Le meilleur jeune économiste de 2013 est Emmanuel Fary, qui vient de recevoir son prix au Sénat, décerné par Le Monde et le Cercle des économistes. Diplômé de l'école normale supérieure, agrégé de mathématiques, major des mines, titulaire d'un doctorat d'économie au prestigieux MIT de Boston, il est aussi devenu à 32 ans l'un des plus jeunes professeurs de Harvard. Aujourd'hui, à 34 ans, il est un économiste écouté avec un domaine de prédilection, les instruments fiscaux et monétaires. De quoi piocher quelques bonnes idées pour les gouvernements en période de crise. Il y a plein de pistes qu'on pourrait explorer. Une piste intéressante, c'est la piste des dévaluations fiscales. C'est une manière de répliquer les effets d'une dévaluation dans une union monétaire. C'est ce qu'a fait la France de manière limitée avec la TVA sociale et puis le pacte de compétitivité. Et c'est une stratégie qui pourrait être mise à profit aussi en Espagne et au Portugal. Le dessin du jour, c'est celui de Denis Pessin sur Slate. Le caricaturiste revient sur la manifestation d'hier, une manifestation anti-mariage gay qui s'est déroulée au moment où le jury de Cannes récompensait lui La vie d'Adèle, une histoire d'amour entre deux femmes. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez avec nous avec un documentaire à suivre intitulé « Embauche-moi si tu peux ». Belle soirée. À demain. Avec plaisir, bien sûr.
Je rentre? Ouais, parce que là, l'entrée, elle était quand même pas topissime. Hein. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez rentrer droit sans danser? Faites-la moi un peu moins jazzy. Super. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Salut. Bonjour. Installez-vous. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce serait vous qu'il faut que j'embauche plutôt qu'un autre? Bah, c'est comme vous voulez, madame. Ça, je l'ai dit, ça le point. Pourquoi vous êtes le meilleur? J'ai jamais dit que j'étais le meilleur. D'accord. Donc c'est pas vous le meilleur? J'ai jamais dit que j'étais le meilleur. D'accord. Bon bah écoutez, je vous remercie. Merci. Et puis à très bientôt. Au-dessus de la mêlée des batailles des chiffres du chômage, j'ai voulu aller voir la réalité des jeunes demandeurs d'emploi en prenant un peu de hauteur. 42 mètres exactement. Comme laboratoire, j'ai choisi une ville française normale, dans laquelle j'ai passé ma jeunesse, Mâcon, 40 000 habitants, préfecture de Saône-et-Loire en Bourgogne. Pour moi, cette ville est une sorte de France en miniature, avec ses tours de cité, ses pavillons, son centre historique, ses vignobles, ses 17 kebabs et ses 19 agences d'intérim. Une ville plutôt prospère, longtemps épargnée par le fléau du chômage, mais aujourd'hui rattrapée par la crise. J'ai voulu donner la parole aux premiers concernés, les jeunes, dont 1 sur 4 est sans emploi en France. À Mâcon, le taux de chômage chez les moins de 25 ans a augmenté de 40% ces 5 dernières années. J'ai donc filmé durant 6 mois 5 jeunes au parcours différents dans la recherche d'un travail à tout prix. J'ai suivi Armandine. Elle souhaite travailler dans un magasin du centre-ville. Pas avoir honte de dire qu'on est au chômage. Mohamed, lui, veut reprendre une formation de mécanicien automobile. Nous, on gagne quoi? À la fin, on mange des pâtes. Samia cherche un poste dans l'habitat social. C'est vrai, quand on termine notre formation universitaire, on ne sait pas trop comment chercher un emploi. Séverin traque un poste de commercial dans le secteur du bâtiment. C'était assez bouché, quoi. Charlotte, elle, espère trouver un travail de caviste ou d'œnologue. Je pense finalement un peu qu'à ça aussi, quoi. Je leur ai aussi donné les moyens de filmer eux-mêmes leurs galères, leurs espoirs, leurs déceptions et leurs quêtes. Avec leurs petites caméras, ils seront donc en immersion dans ce maquis des services administratifs, dans le monde de la débrouille, pour décrocher leurs rêves terre à terre, un travail. Réflexion. J'ai plus la liste. Il faut numéro de sécu, carte d'identité. Oui. Peut-être mes fiches de paye. Ah bah oui, c'est tard. Non, bah, je préfère les prendre. Il t'en faut une. Ok. Et go. Charlotte, avec sa licence de bio et un BTS en poche, elle rêve d'être caviste ou œnologue. Elle habite dans un village vinicole autour de Mâcon avec son petit ami, au chômage également. Avez-vous déjà été inscrit comme demandeur d'emploi? Non. C'est moi qui choisis aussi mon identifiant. Ah oui, non, celui-là est déjà utilisé, ok. J'ai pas de chance. Je crois qu'il y en avait 3 millions avant moi, forcément. Licence de biologie, viticulture, œnologie. Type de contrat, je peux tout chercher en fait. Je cherche pas quelque chose en particulier. Si jamais je trouve pas le métier qui me plaît ou qui me correspond, je pourrais faire un autre métier en attendant. Ouais, je sais que t'es pas d'accord avec ça, mais moi je préfère faire ça que d'attendre. Ah bah oui, c'est sûr. Quel salaire brut demandez-vous? Si je touche le SMIC là, je serais contente, je pense. Hein. Combien tu mets brut? Tu mets un petit 1008. Oh bah oui, bien sûr. Bah pourquoi pas, c'est ce que j'ai mis. La nana m'a dit ouais, c'est bien. Merci, votre demande a été enregistrée et va être traitée au Pôle emploi. Ça y est. Pour la nouvelle inscrite, le premier rendez-vous personnalisé sera dans 3 mois. C'est donc seule que Charlotte va commencer sa recherche d'emploi. Quand vous étiez petit, vous voulez faire quoi comme métier? C'était quoi le rêve? Astronaute. Mais... C'est vrai?
Je trouve que les astronautes, la tête, mais c'était chaud quoi. Moi, depuis gamin, je voulais devenir casseur. Quand j'étais gamin, à l'école, on m'offrait des petites voitures et je les cassais. Pour les jeunes, je vais dire, faites gaffe à la fréquentation, parce qu'en 6e, j'avais 16 de moyenne. En 5e, j'ai commencé à traîner avec les mecs du quartier, j'avais 8,5 de moyenne. Excusez-moi, les mecs du quartier, Ouais, d'un côté, on a traîné avec les potes, c'était bien, c'était des bons délires, mais au bout d'un moment, tu vois que c'est tout seul, c'est chacun pour sa peau. C'est pas ton pote qui t'emmènera le pain chez toi, hein, je peux te confirmer. Mohamed, sans diplôme ni qualification. Il a déjà travaillé 3 ans en mission intérimaire. Il fait partie des 140 000 décrocheurs scolaires en France. Il a comme projet de reprendre ses études pour devenir mécanicien automobile. Au fait, les gens, ils disent quoi? Ils disent, moi, il faut que je parte direct d'ici. Il faut que je parte direct d'ici et il faut que je me fasse des thunes. Et après, bah, ils font quoi? Ils font dans le bâtiment, ils vont dans le bâtiment. Après, c'est des trucs qui leur plaisent pas. Ils font ça toute leur vie, mais après, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Mais moi, je vais essayer de faire le contraire. Je vais essayer de reprendre des études. Et après, si je reprends les études, j'espère avoir un meilleur travail et un meilleur salaire, quoi. Je fais tout type de métier. J'ai tout essayé. Quand je te dis j'ai tout essayé, c'est vraiment dans le bâtiment, dans l'industrie. J'ai fait de l'agroalimentaire, j'ai fait de la maçonnerie, de la charpente, de la plomberie. Tout ce qui te vient à la tête, quoi. Tout ce qui te vient à la tête sauf l'électricité. Il n'y a que l'électricité que j'ai pas touché. Et c'est pas des métiers qui m'ont plu. Et tu dirais quoi à tes enfants? Je leur dirais travailler à l'école. C'est moi, je vais les aider. Parce que nous, c'est ça le problème. En fait, vu que nos parents, ils savent pas le français, les maths, les trucs comme ça, vous avez un avantage, c'est que vos parents, ils sont déjà allés à l'école. Donc ils peuvent vous aider. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce qu'on a vécu ou pas? C'est ce qu'on a vécu ou pas? Mon pote, si nous, on voulait vraiment étudier, Wallah, on aurait pu. C'est vrai ou pas? Oui. Ça aussi, c'est vrai, mon pote. Nous, on s'en battait les couilles, Wallah. Moi, je veux gagner de l'argent, j'achète une petite voiture, je fais construire ma maison. C'était ça, nous. Au quartier, il y en a 2-3 qui ont voulu étudier tout. Il y a mon frère. Il a fait docteur. Même à lui, au collège, les conseillers d'orientation et tout, ils l'ont dit, tu vas aller en soudure, tu peux pas réussir en lycée général et tout. Et lui, il est parti au lycée général. Il a réussi, il a eu son bac S et tout. Et là, il est en médecine, quoi. C'est ce qu'il voulait, lui, depuis le départ. Tout le monde ne peut pas. Moi, je peux pas. Moi, pendant 2 ans, je ne fais pas mon cahier. Lui, pendant 2 ans, il ne ferme pas son cahier. C'est pas le même délire. On a 20 ans, nous, on ne demande jamais de l'argent à nos parents. Nous, on veut travailler. Tout partout. C'est bizarre de revenir. Ça fait bizarre de revenir. Plus tu avances dans le quartier, plus tu vois que la rénovation, en fait, elle n'a pas encore forcément abouti, puisque tu vois que ceux qui sont là-bas, finalement, ils ne sont pas encore rénovés. Samia a réalisé ici son stage de fin d'études chez un bailleur social. Le nom de mon projet, c'est la gestion urbaine de proximité dans le cadre du programme de rénovation urbaine du Grand Marbais. Si tu le veux en cycle, ça fait la GUP dans le cadre du PRU du Grand Marbais. On m'avait parlé quand j'étais arrivée ici de ce quartier et on m'avait dit que beaucoup étaient attachés, mais vraiment sentimentalement à ce quartier. Et c'est vrai, quand j'ai travaillé ici au fur et à mesure, même quand tu te balades, tu vas sur la coulée verte ou des trucs comme ça, tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans ce quartier. Samia, avec son master 2, économie et gouvernance des territoires. Cette diplômée est en quête d'une première expérience dans l'habitat social. Avant de s'inscrire au Pôle emploi, elle souhaite découvrir les locaux et comprendre le fonctionnement de cette institution dont l'efficacité est souvent critiquée. T'es déjà venu ici? Non, c'est la première fois. C'est vrai, quand on termine notre formation universitaire, on ne sait pas trop comment chercher un emploi. Donc je pense que le Pôle emploi aussi, il est là pour nous encadrer et puis nous guider un peu dans nos recherches et puis nous aider, tout simplement. Je me ferai ma propre idée une fois que j'y serai et une fois que je serai suivie par un conseiller du Pôle emploi. Voilà. Ça va, ça a l'air gai. C'est calme. Là, ça doit être comme les petites salles d'entretien conseil. Ouais. Donc là, je ne peux pas prétendre à toucher le chômage, étant donné que je crois qu'il faut avoir travaillé 4 mois consécutifs. Il y a différentes conditions que je ne connais pas forcément, mais il y a des conditions d'heures à avoir effectuées avant son inscription pour pouvoir toucher une indemnisation. Ouais. Ouais. C'est peut-être une question bête, hein, mais c'est par rapport aux offres d'emploi dont vous avez accès. Comment ça se passe
Une grande partie des entreprises recherchent des candidats et recrutent des candidats sur ce que j'appelle le marché caché. Donc c'est tous ces recrutements qui se font sans passer par une diffusion de l'annonce à un moment donné, ni dans la presse, ni à Pôle emploi, ni dans une agence de travail temporaire. Ce marché caché aujourd'hui, c'est la majorité des recrutements. Notre rôle à nous, c'est d'aider justement les jeunes à se positionner sur ce marché caché. Il faut qu'on aille chercher des offres d'emploi qui correspondent à leur profil. Enfin, moi, je sais que c'est ce que je ressens un petit peu, c'est qu'on a l'impression que c'est une barrière d'arriver à avoir le premier travail sans avoir l'expérience professionnelle derrière. Cette perception de la distance à l'emploi, cette perception du temps, est quelque chose qui ressort beaucoup dans les entretiens qu'on peut avoir avec les jeunes notamment. J'arrive pas en fait, pour l'instant, c'est un peu le doute de se dire est-ce que je vais réussir à décrocher un entretien. C'est un peu ça. Et on voit souvent, au bout de même 2, 3, 4 semaines, 2-3 semaines, des jeunes qui nous disent je passe de la recherche de mon premier emploi dans le métier que je recherche à la recherche d'un emploi quel qu'il soit. C'est là où j'aimerais bien travailler, j'aurais bien aimé rester surtout. Là j'ai qu'une envie, c'est pousser la porte, poser mon sac, enlever mon blouson et aller servir les clients. Bonjour. D'accord. Ok, je vous remercie en tout cas. C'était mon ancienne patronne qui m'a dit de contacter quelqu'un qui aurait peut-être des opportunités, donc on va croiser les dents. Armandine, titulaire d'un BTS Management unité commerciale. Elle cherche un poste de vendeuse. Pendant ses études, elle a déjà travaillé en alternance dans ce magasin de chaussures. Elle a donc droit à des indemnités chômage pendant quelques mois. Elle vit chez ses parents. Sa mère, employée à Pôle emploi, l'a prévenue que le secteur de la vente n'offre pas beaucoup de débouchés. C'est la fin d'année, il y a les fêtes de Noël et tout, donc pour moi je pensais que c'est vraiment la période où on peut le plus trouver du boulot, quoi. Mais non, la preuve. Ah, les petits commerces de centre-ville, je préférerais que les grosses chaînes, ça c'est sûr. Mais bon, après, à mon stade, on fait pas la difficile. Hein. On ne dit pas je préfère là plutôt que là. Hein. Ah bah, j'y suis allée au culot, je déposais mes CV, j'entrais, je déposais mes CV, quoi. Dans tous les magasins? Dans tous les magasins du centre-ville de Mâcon, de Villefranche, de Belleville. Et c'est toujours le même problème, c'est où ils cherchent pas, où c'est du 20h et je toucherai moins qu'en étant au chômage. Et au bout d'un moment, j'ai quand même les prêts de la voiture, etc. Donc je peux pas me permettre d'aller travailler pour des queues de cerises, quoi. Pardon l'expression. Est-ce que tu veux en ressortir ton diplôme? Ouais. Il doit être en haut, je demande à ma mère où il est. Maman? Passif, je t'ai tout regroupé tes papiers dans ton papier école Dijon. Ok. Regarde. Séverin, notre 5e jeune chômeur, a obtenu son BTS de vente et se destine au métier de commercial dans le bâtiment. Un secteur en difficulté, une activité au ralenti. Alors les entreprises du bâtiment recherchent en priorité des salariés prêts à l'emploi, plutôt que de former des jeunes diplômés sans expérience. Je pensais vraiment trouver au bout de 2 mois, tu vois, parce que c'est vrai qu'en plus, justement, quand j'étais remise de diplôme, j'avais vu quand même pas mal d'entreprises. Ils m'avaient dit quand même qu'il y avait du travail là-dedans. Je parlais un peu à des entreprises qui étaient plus ou moins intéressées. Donc ouais, je pensais quand même trouver plus rapidement. Là, ça a déjà duré pas 6 mois, mais quasiment. Une fois en intérim, j'avais fait une toute petite mission, c'était du rangement de vêtements dans des casiers. En gros, ça avait pris 3-4 heures pour une grosse usine, quoi. 35 €, ce qui est quand même pas si mal payé pour... j'avais dû faire 4 heures à peu près. Hein. Quand on n'a vraiment rien devant nous, ça fait un peu flipper, disons. Mais bon, heureusement, je suis pas à la rue déjà. Au fur et à mesure que mon tournage avançait, j'ai vu fermer des usines qui faisaient la fierté des habitants de la région. Comme cette distillerie centenaire qui ne fume plus. 27 chômeurs de plus d'un seul coup.
J'ai vu des dizaines de salariés licenciés, puis des centaines de postes en sursis, comme dans cette entreprise de fenêtres PVC. Alors en fin de compte, on a sollicité le tribunal de commerce de Mâcon pour demander un redressement judiciaire de l'entreprise. L'objectif, c'est de sauver l'entreprise. Il y a 420 emplois chez Otso, donc c'est de sauvegarder le maximum d'emplois. Ces fermetures d'usines, la population les suit comme des feuilletons, dans lesquels les futurs chômeurs sont aussi des voisins. Avec ces unes sur le chômage, la presse locale réalise de très bonnes ventes. Avec un repreneur, ils ne savent pas, ils peuvent être potentiellement amenés à réduire l'effectif. Ils savent pas, ouais. Le bassin mâconnais était jusqu'à présent plutôt épargné par les mesures de chômage ou d'autres plans sociaux. Donc là, je crois qu'effectivement, la violence de l'annonce, comme on l'a écrit ce matin, a pu engendrer le fait que certains sont tombés de haut en lisant le journal et en apprenant peut-être la nouvelle par le journal. Avec tous ces nouveaux chômeurs au CV bien remplis sur le marché du travail, il est encore plus difficile pour les jeunes moins expérimentés d'être embauchés. On appelle ça un chômage de file d'attente. En clair, il faut prendre son mal en patience en attendant que celui qui est devant vous trouve un emploi afin que votre tour arrive enfin. Une des manières pour les jeunes chômeurs d'enrichir leur CV, c'est de passer par les agences de travail intérimaires. Mohamed a travaillé 3 ans en intérim. Il tient à me présenter l'agence où il enchaîne les missions. En fait, là-bas, ils me connaissent bien, tu vois, ça m'arrange. Et la plupart du temps, ils me trouvent des bonnes missions, tu vois. Des missions, t'as un mois, 2 mois. C'est rare d'en trouver dans ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils en ont marre de chercher du travail. Parce que c'est soit les intérims, soit rien, quoi. Monsieur, dame, bonjour. Tu commences? Tu commences ou tu commences? T'as déjà eu des cas désespérés ou pas, franchement? Bah, ouais. Non, mais t'as compris que vraiment, c'était vraiment dur à gérer, tu vois. Bah, oui. Oui, là, Après, t'as les gens qui sont pas forcément agréables, qui s'énervent, qui comprennent pas pourquoi t'as pas de travail pour eux. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, tu serais venu hier. J'ai vu ça. C'est assez calme là, mais je vous tiens informé si on a quelque chose. Au niveau des horaires, vous acceptez tout type d'horaire. Pour le moment, c'est assez calme, mais dès qu'on a un poste, je vous rappelle. Bonjour Béatrice. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, bah tu viens vers moi. Vas-y. Ouais, la famille va bien. Ouais. Alors, avec ta formation? Ouais, ça va. Bah, normalement, je vais commencer la semaine prochaine, le jeudi. Bah ouais, là, je suis décédé. Là, je vais pas arrêter à la moitié, non. Donc, tu reviens pas me voir en me disant, bah, j'ai arrêté. Non, loin de là. Que sinon, plouf, retour à la formation. Bon, mais c'est incroyable comme t'es un cadreur inné. Tu regardes même pas ce que tu filmes. Elle était dedans. Elle était dans le cadre. Mais t'inquiète, tu te dis quoi? C'est pile. Pile. Est-ce que le recrutement des jeunes se fait facilement dans les entreprises ou les sociétés que vous êtes en contact? Ça dépend du poste, en fait. Il y a des postes pour lesquels le client nous fait confiance, donc il ne nous demande pas forcément la personne que l'on va envoyer. Dans ce cas, on privilégie en priorité les personnes qui n'ont pas d'expérience et qui veulent justement en avoir, donc on envoie des jeunes. Ah, faut être polyvalent dès que t'es intérimaire, faut prendre de tout. Le premier qui t'appelle, tu vas direct, tu cherches même pas à comprendre, faut des thunes, tu vois. Est-ce que pour toi, là, c'est un virage à faire cette formation, justement de passer, comme tu dis, il faut accepter pour avoir de la thune, à un métier qui te plaise? Moi, chez moi, on dit quoi? Un métier, ça vaut comme un bracelet en or. Ce qui m'intéresse là, c'est de trouver mon métier à moi que je pourrais exercer toute ma vie. Un 13, à part tout ça, si t'as du boulot le matin, comme ça, en journée et tout, il y a moyen de trouver du travail comme ça, tu vois, une journée, 2 journées, t'as eu, histoire de se faire un peu d'argent de poche. Ouais. Je vais essayer de te trouver sur le week-end. Non, mais on va essayer de te trouver ça, ouais. Ouais. Comme un rituel, plusieurs fois par jour, tous les jeunes demandeurs d'emploi migrent vers les sites internet. C'est un peu le passage obligatoire de toutes mes journées depuis que je recherche activement un travail. Là, j'avais reçu 5 nouvelles offres d'emploi. Internet est aussi le révélateur de la fracture sociale entre une majorité qui possède un accès Internet à domicile et un quart des jeunes de Mâcon déconnectés, obligés de se déplacer à la mission locale ou au Pôle emploi pour avoir accès aux annonces en ligne. Alors attends, faut que je l'actualise, parce que sinon je vais rien pouvoir faire. Putain, ça marche pas, ça me peut... Attends, je vais réessayer. Ah, ça me... Il veut plus de moi.
Alors, on va pas faire une commune, on va faire un département. On va faire 3 départements pour être sûr. Alors après, on va pas mettre de critères. Il n'y a rien de plus à part Louhans et Amplepuis, qui est beaucoup trop loin. On va quand même regarder. Alors là, c'est un CDD de 3 mois. Vos missions, vente, encaissement, agencement du magasin. Ça me conviendrait tout à fait, quoi. Même malgré que ce soit un CDD de 3 mois, c'est un temps plein. C'est... ouais. Ça me fait envie, mais c'est trop loin. Et tu crois qu'à un moment tu vas te dire peut-être que je vais déménager ou... Ça serait triste si on est obligé de déménager pour avoir du boulot. Mais oui, au bout d'un moment, il va falloir que je me pose des questions et que je me remette en question, moi surtout. T'as eu des nouvelles un peu de ceux qui étaient dans ta classe, en BTS? Ouais, ils sont quasiment tous au chômage. Il y en a un qui a été reconduit pour un CDD de 6 mois et un autre qui est en CDI à 22 heures, je crois. Donc c'est pas un temps plein. Sur 13 élèves, c'est pas beaucoup quand même. Hein. On m'a proposé conducteur, conductrice de poids lourd, donc ça j'ai moins compris. Façadier, il y avait aussi pour vendre des produits cosmétiques à domicile. Bon, ça après t'es payé 40% de tes ventes, je crois. Il y avait professeur de claquettes aussi. Je sais pas, j'ai reçu des offres assez particulières. Et encore chauffeur de poids lourd, enfin, c'est... On va comprendre. Alors, commercial, CDI, donc jeune diplômé expérimenté en expérience, salaire moyen annuel de 55 000 € et de réelles perspectives de carrière. Regardez comment ça fait par mois. Putain, ça fait 4500. Ouais, c'est énorme. Là, vu comme ça, c'est vrai que ça paraît vachement simple. Bah, ça paraît pas mal, quoi. Ce que tu as lu au début, c'est jeune diplômé et expérimenté. C'est rigolo, non? Ouais, parce qu'il y a un jeune diplômé qui est expérimenté, enfin, c'est quand même un peu contradictoire, quoi. Enfin, il peut être, ouais. Je pense que c'est pour, saisir plus de personnes qui mettent ça. Mais, toi, par exemple, t'es jeune diplômé, mais t'as pas expérimenté. Non. Non, j'ai une toute petite expérience, moi. C'est mon stage, donc, non, je suis juste jeune diplômé. Mais bon, c'est vrai que sinon, c'est pas trop mal. J'ai postulé aussi quand même pour un mi-temps, mais là, j'ai une réponse négative. Donc quand on a des réponses négatives, on continue, mais ça nous fait quand même un petit coup. CDD de 11 jours. Je vais noter l'adresse. Puis j'ai aussi Ludivine Passion à Lyon. Donc je pense que je vais faire les deux. C'est une bonne journée, ouais. Des fois, on peut rester 3 jours en n'ayant pas de nouvelles annonces ou les mêmes. Donc pratiquement, tu vas y aller quand, là, celui-ci, tu penses? Le plus tôt possible. Parce que plus on y va tôt, moins il y a de concurrence. Un trajet en voiture, un train et 2 bus plus tard, Armandine a pu déposer ses CV dans les 2 magasins de Lyon. Elle n'aura jamais de réponse. Disons qu'on s'inquiète toujours tous les jours de savoir s'il va y avoir des réponses à toutes les lettres qu'il avait envoyées. Tous les jours, c'est les mêmes questions. T'as eu quelque chose? T'as eu des coups de fil? Bon, hein, c'est c'est embêtant quand on sait qu'ils n'ont rien et puis qu'ils voudraient travailler. Parce qu'au bout d'un certain temps, on dit « Oh, mais je commence à m'embêter à la maison. Hein. » Alors, on voit qu'ils ont envie de travailler, quoi. Donc, Ah, mais je connais pas. Oui, bonjour, Samia Ouertani, j'avais rendez-vous avec Gilles Garnier. De retour sur son ancien lieu de stage, Samia a bien compris que pour trouver un job, il faut aussi savoir entretenir son réseau. Janvier, fin décembre. Bonjour. Ça va, Samia? Ça va, merci, Ouais. ça va bien. Alors, quoi de neuf? Ah, bah écoutez, toujours en recherche encore, donc ouais. C'est fluctueux ou pas? Non, pour l'instant, pas forcément, donc non. Salut. Salut ma belle. Ça va? Ouais, toujours en recherche, encore en recherche, mais ça va. Je vois que le téléphone sonne toujours autant. Oui. Je vais vous donner les coordonnées de quelqu'un. D'accord, oui. Parce qu'on travaille avec une société, là, et je sais que plus on approche de la démolition de l'évacuation, et plus ils ont besoin d'agents pour aller rencontrer les habitants. En plus, c'est un peu dans la continuité aussi de ce que j'ai fait, donc ce serait... Tu l'appelais de ma part. Ah bah d'accord, oui, il faut tout tenter.
Bon, bah tu pars avec une petite piste. Ah oui, une piste intéressante en plus. Puis en plus, ça a l'air d'avoir tous les aspects des métiers que j'aime, donc ouais, ça peut être une bonne expérience. Après, tu vas appeler? Ah bah oui, je vais appeler, oui, j'appelle lundi, à la première heure, j'appelle. Ouais. Donc c'est possible de joindre un peu plus tard dans l'après-midi. Donc moi, j'avais déjà essayé de vous appeler en début de semaine. Donc, oui, voilà, c'était pour les Perrières à Mâcon, c'est ça. Bon, encore une fois, il n'est pas encore disponible, donc on va essayer un petit peu plus tard. Suivi par une antenne de la mission locale dans son quartier, Mohamed s'apprête à entrer en formation après 3 ans d'interruption d'études. Il a su convaincre un de ses amis de reprendre le chemin de l'école avec lui. Bah, ce que je vais faire, c'est peut-être, il m'a proposé Ça avance bien. Ouais, je suis content aussi surtout pour toi. On n'a pas encore bossé ensemble, mais je suis content pour toi parce que ça avance bien. On sent que ça va déboucher très rapidement sur quelque chose de concret. J'espère bien, moi je suis à la PAC. La formation, la PAC. Moi je suis à la PAC. Alors, au début. Ouais, mais moi, tu vois, ça va être quoi? Ça va être 4 premiers mois. En fait, je vais arriver là-bas. Qu'est-ce que c'est la PAC déjà? Plateforme d'accompagnement à la qualification. Tu sais tout. Moi je sais tout. Et ton but c'est quoi? Mon but c'est d'arriver d'avoir ma qualification. C'est de faire de la mécanique, quoi, de la mécanique auto. Moi c'est ça qui va m'intéresser. Moi. On oublie la notion d'école. Si vous ne demandez rien, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. C'est vous qui devez proposer des demandes de stage, qui devez demander à avoir des cours. Non, voilà, je veux un projet. Non, moi j'ai un projet dans ma vie. Voilà. Moi c'est ouvrir une casse. Moi je le dis haut et fort. Moi c'est ça. Quand j'étais gamin, je me rappelle, tu vois, ils m'offraient des petites voitures comme ça, tu vois. Et moi je les cassais et je faisais comme un style un petit garage, tu vois. Et c'est ça, et ça m'a marqué dans ma vie, tu vois. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, Eric, comme je t'ai dit dès le départ, moi ça fait 3 ans que je suis à la rue, ça fait 3 ans que je suis en galère, ça fait 3 ans que je m'embrouille avec mon père. Et c'est là, au jour d'aujourd'hui, j'ai cette motivation, c'est grâce à ça. Ça fait 3 ans que je fais rien, que je fais que de l'intérim, et ça avance pas. Je suis toujours au même endroit, tu vois. De spécial, quoi. Oui, voilà, moi je veux un métier stable et durable, comme on l'avait dit, tu vois. Si au jour d'aujourd'hui je me suis pas encore marié, c'est à cause de ça, c'est parce que j'ai pas d'emploi. Et de femmes. Et de... oui, non. Accessoirement. Mais de pas, mais elle a plein, il rigole, j'arrête de foutre en À très bientôt, les gars. Ça marche pas. Vas-y. Et c'est typiquement la problématique que l'on gère régulièrement. Ils ont construit des freins à l'emploi énormes. Ils ont voulu tout de suite démarrer dans la vie active et se rendent compte qu'au bout de quelques années, ça ne fonctionne pas. Et donc, ils comprennent très rapidement qu'il faut repasser par la voie qui aurait été la voie classique dès le départ. L'idée, c'est de se dire les objectifs personnels. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir en poche en sortant de la PAC? Et ça, c'est vous, personnellement, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir en poche? Je voudrais être en CAP mécanique. Par exemple? CAP mécanique. Être plus fort en français. Ouais, ce serait déjà bien si je fais tout ça. Mohamed vient de signer pour quelques mois à la PAC. C'est un sas de remise à niveau scolaire, mais aussi une aide à la réflexion. Objectif, identifier le métier qu'ils souhaitent faire et la formation qui pourrait leur permettre d'y arriver. Ils effectuent plusieurs stages avant de valider leur choix de formation. Est-ce que là, si vous avez un trou et que vous tirez dessus, ça va rester tel quel ou est-ce qu'il va s'agrandir? Le rôle des intervenants est de leur rappeler l'importance d'une formation solide, afin d'éviter que ces jeunes soient tentés de retourner vers un travail précaire. Dans une usine de 250 personnes où l'on conditionne des salades, des crudités et des fruits. J'ai pris une formation, je suis sortie d'école, j'avais 13 ans et demi, je me suis lancée dans la vie active. Il faut être le plus rapide possible, ne pas perdre de temps. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance de travail? Non, hein, c'est l'usine, c'est trop l'usine, c'est trop chacun pour soi. Et c'est vrai, on voit avec la chef qui dit il faut réussir le rendement. Il y a des entreprises où il y a des chaînes où il y a une bonne ambiance parce qu'ils se rendent compte que les salariés travaillent mieux, sont moins absents quand il y a une ambiance. Donc c'est pour ça aussi, comme elle vous dit, elle est sortie tôt des études, donc c'est important de bien choisir votre projet. Et même c'est difficile vraiment d'aller au bout et de rester motivé comme vous l'êtes. Est-ce que c'est pas les démotiver d'aller faire ce genre de travail, si jamais pendant un temps il n'y a que ça? Non, parce qu'après, quand on parle du budget, on dit bien qu'il y a des fois, il n'y a pas le choix, il faut aller travailler. Et puis
Des fois, il faut quand même prendre le premier métier venu et que ça fait aussi l'expérience. Mais il ne faut pas faire ça toute sa vie si on veut rester en bonne santé. Puis polythéiste, qu'est-ce que c'est? Croire en plusieurs dieux. C'est donc le contraire, hein, c'est avoir la croyance en plusieurs dieux. Hein. Donc là, nous, par exemple, par rapport à la Pâque, pour ce qui nous concerne, c'est un mot que vous retrouvez quand on vous dit, par exemple, qu'il faut avoir des compétences polyvalentes. Hein. Ça nous a semblé important d'armer les gens, de les armer par rapport à leur histoire passée, au fondement de ce que c'est notre société, comment on peut continuer à y croire, même quand à des moments, sur un plan économique, sur un plan professionnel, ça va moins bien. Ça peut aussi permettre de rester solidaire d'un groupe, même quand par certains aspects, on n'en fait plus partie, par exemple sur un plan économique. On ne prend pas ces rendez-vous sur le temps de travail, d'accord? Médecin, dentiste.